messieurs, au lycée Joffre, voilà. Je me présente d'abord, donc ici nous avons une petite conférence sur les filières MPSI, PCSI. Je suis Véronique Chireux et j'enseigne en physique-chimie en MP étoile, donc deuxième année. Voilà, donc juste pour démarrer, on va vous expliquer d'abord un petit peu le fonctionnement de notre journée porte verte et ensuite on démarrera dans le vif du sujet avec le petit PowerPoint pour vous présenter la structure des classes prépa scientifiques MPSI, PCSI. Et après vous pourrez aller visiter tout l'ensemble de la cité scolaire. Oui, donc bonjour, je suis chez Alexandre Marino, prof de maths en lycée étoile. Donc deuxième année, on vous expliquera la grande ligne des structures. Avant de commencer, donc normalement, en fait, à l'entrée, vous avez eu un QR code ou pas, d'ailleurs, c'est pas très grave. Sur le site du lycée, vous pouvez retrouver en fait cette information. Vous mettez le site du lycée Joffre sur votre n'importe quel moteur de recherche favori, vous trouverez en fait un PDF sur lequel vous aurez toutes les informations, c'est-à-dire en gros, nous sommes là, à l'heure actuelle, ici là, salle lumière. Et donc là, bâtiment P, bâtiment des prépas scientifiques, ici bâtiment de l'internat, prépa littéraire et commercial, et ici l'entrée en fait du lycée par laquelle vous êtes passé. Et donc vous avez les différents horaires. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre un peu le fonctionnement qu'on a envisagé. C'est premièrement un accueil par une conférence assez générale pour avoir les idées claires sur ce qu'on peut considérer être la prépa, la structure, les différentes exigences et la façon dont on doit se projeter en fait dans cet univers-là. Ensuite, on va dire des rencontres au bâtiment P, donc le bâtiment en fait qui est ce côté-là. Donc rencontre professeur-élève, donc dans la mesure ici vous avez en fait nom, numéro de salle, ces salles là en fait sont des salles qui sont au premier étage, plutôt en fait partie de l'entrée du lycée en fait, donc la plus éloignée d'ici. Donc vous serez dirigé par des personnes là-bas et des visites des labos dans lesquels vous verrez en fait toutes les structures qui sont proposées. Il y a aussi évidemment des horaires pour l'accueil et la visite de l'internat, ce que je vous suggère de faire simplement pour vous projeter et envisager aussi, alors c'est vrai que c'est pas la journée qui est la plus agréable pour faire ça, on a choisi évidemment de regarder un peu les infrastructures. Alors cet établissement, on a une chance insensée, c'est d'avoir justement des infrastructures sportives aussi. Vous avez des terrains de beach volley, vous avez une piscine qui est dans le gymnase en fait, qui est juste là. Et finalement les espaces verts que vous voyez évidemment pas aussi agréables qu'on peut le vivre au quotidien, qui sont en fait un lieu de vie pour les élèves aussi en prépa et de manière générale dans le cadre de la cité scolaire. Donc vous avez une photo ici avec un beau ciel bleu, ce qui est un peu plus lié à notre quotidien. Je rajouterai que vous avez plein de photos sur le site du lycée lui-même, donc vous pourrez aller explorer et puis après le voir sous la pluie aujourd'hui. Et avec les masques, à 3 jours près. Donc on va essayer d'être le plus précis possible et bien évidemment ça va suggérer des questions. Ces questions-là, en fait, toutes questions générales, on essaiera d'y répondre pour que ça soit, que vous ayez des idées claires. En revanche, tout ce qui est question un peu trop spécifique, on préférera, parce que c'est une question aussi d'organisation, que vous les posiez directement dans le cadre des rencontres avec les collègues, et d'ailleurs pourquoi pas nous, en fait, quand on sera là-bas après la conférence, pour qu'on ait vraiment 2 temps, en fait, qui soient clairement identifiés pour vous. Donc on essaie d'avoir des réponses le plus générales possible. Alors, on parle de classes préparatoires aux grandes écoles MPSI, PCSI. Première chose, c'est qu'en fait, on parle de 2 filières a priori qui sont distinctes. Nous, ce qu'on va essayer de faire, évidemment, c'est de vous montrer à quel point ces filières-là se ressemblent, d'un point de vue en fait de l'esprit en fait de l'enseignement, de la pluridisciplinarité, et aussi pour comprendre pourquoi les cibles n'ont pas vraiment aussi de lien direct avec ce qu'on peut considérer comme le contenu. En fait, on considère qu'il y a une formation scientifique qui nous a permis d'accéder à des concours qui sont exactement les mêmes, quelle que soit la filière. Donc, évidemment, ces distinctions peuvent exister sur certains petits paramètres, et c'est pour cette raison-là que les rencontres avec les enseignants peuvent être intéressantes. En revanche, d'un point de vue des généralités, il n'y a pas de distinction à faire. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi de commencer en disant ce qui est pour nous le message essentiel, c'est qu'à l'heure actuelle, vouloir faire une prépa scientifique, vouloir faire un vœu sur ce Parcoursup, il n'y a aucune raison de ne pas faire un vœu dans les 2 filières simultanément. Il n'y a pas de raison en fait de faire un choix a priori d'une filière plutôt qu'une autre. Ça, on parle de parcours scientifique, donc là, en fait, c'est vraiment une structure très générale dans laquelle, en fait, vous n'avez pas forcément toutes les filières qui sont représentées ici. Il y a donc, évidemment, le bac, hein, vous doutez, il y a des filières qui existent au lycée Joffre, et des filières qui n'existent pas, donc on va en parler juste après. Il y a MP2I, en fait, qui sont donc la filière qui a été créée l'année dernière, plutôt une dominante informatique, et PTSI qui existe au lycée Mermoz juste à côté.
Ici, on est sur une formation, là on va le voir, en fait, qui est assez généraliste. La plupart des classes existent au lycée Joffre, c'est une chance. Ce qui fait aussi, en fait, que c'est un établissement comme il en existe généralement dans tous les grands bassins qui regroupent quasiment toutes les classes. Quand je parle de toutes les classes, c'est les classes de première année, y compris les classes de deuxième année, et y compris les classes étoilées. Donc on dira quelques mots sur les classes étoilées dans lesquelles on enseigne d'ailleurs, qui sont des classes de deuxième année. Et toutes ces filières-là permettent d'accéder à des concours. Pour la plupart, des concours sont les mêmes. Peut-être les places varient, le nombre de places proposées pour les élèves de telle ou telle filière sont peut-être adaptées ou en fonction en fait, de la coloration de la filière. Mais en revanche, en fait, on peut considérer que toutes les écoles sont accessibles par toutes les filières. Alors évidemment, si vous voulez faire en fait, une prépa veto, il est fort probable qu'il vaut mieux aller en BCPST qu'aller en prépa scientifique. Mais ça, c'est a priori un choix que vous savez déjà faire. Alors, je pourrais rajouter qu'au niveau des concours, le ratio entre le nombre de candidats et le nombre de places offertes par les écoles dans les différentes filières, donc MP, PC, PSI, c'est le même. Donc ce qu'il faut voir pour le choix, peut-être on en reparlera et vous irez voir nos collègues là pour plus de précision, c'est donc la coloration est un peu différente, il faut voir le goût qu'on a pour telle et telle matière ou tel et tel type d'enseignement. Voilà. Et enfin, dernière chose, la MP2I, nous n'avons pas au lycée Joffre, c'est la nouvelle filière qui s'est créée suite à la création des spécialités NSI, ISM, NSI. Donc, vous en avez une à Fermat à Toulouse, vous en avez une à Thiers à Marseille, vous en avez une à Lyon au Parc, ça c'est pour les plus proches. Il y en a une vingtaine qui ont été créées en France, donc il y a peu de place. Juste donc un mot pour qu'on comprenne en fait ce qu'on est en train de... Enfin, là sur quoi on va cibler, c'est plutôt sur la filière PCSI et MPSI, donc c'est plutôt structurel ici, on a les deux classes, deux filières qui sont représentées, le nombre de classes, ici vous avez 2 MPSI au lycée Joffre avec un effectif généralement... Alors les effectifs maximaux en première année sont 48. Généralement, en fait, en MPSI, ça correspond en fait, à l'effectif aussi au 1er septembre. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de rentrer, de rentrer au maximum. Alors, pour une raison assez simple, c'est que 2 classes, c'est bien. C'est moins, par exemple, qu'à Fermat, où il y en a 3. Donc, on nous parle souvent de sélection. En fait, c'est sélection par le nombre d'élèves de places disponibles. Et donc, d'ailleurs, on vous précisera à quel point, en fait, Parcoursup, nous ne recrutons pas. Nous classons les élèves. Et ce classement, en fait, ensuite les élèves font des vœux et la répartition, finalement le 96e qui décide de venir en priorité au lycée Joffre, finalement lui est reçu et c'est pas nous qui l'avons sélectionné. Nous, en fait, on fait un classement qui intègre quasiment toutes les personnes qu'on veut voir arriver. Ce classement, en fait, il classe quasiment 1000 élèves ou 1200 élèves en fonction des filières. Donc on est vraiment dans une situation où aujourd'hui, par exemple, en MPSI, il y a 96 places, en PCSI, il y a 3 classes. Je crois qu'en fait, en gros, les classes sont remplies à peu près à 44, il y a des raisons pour ça, 44 ou entre 42 et 44 en première année. Donc il y a cette structure qui est proposée, vous voyez en fait en gros l'orientation qui peut exister. Pour des questions spécifiques d'orientation, ça évidemment, ce sera des questions en fait, qui sont assez générales. En gros, on voit la répartition qui existe, sachant qu'il y a deux types de classes de deuxième année. Les classes qui sont, on va dire, standards, les classes étoilées. En force de parler des classes étoilées, je suis persuadé que certains d'entre vous ne savent pas de quoi on parle. Ce sont des classes qui sont exactement les mêmes que celles qui sont sans étoiles, c'est-à-dire que les programmes sont exactement les mêmes. Simplement, à la fin de la première année, on peut considérer qu'il y a des élèves qui sont dans une situation, en fait, une dynamique plutôt ascendante, ou on va dire suffisamment favorable pour pouvoir les rassembler dans une classe en deuxième année et les préparer à des concours qu'on pourrait considérer beaucoup plus exigeants, comme l'école polytechnique, les écoles normales supérieures, où en fait, on va dire, pour essayer d'accéder en fait à des écoles qu'on peut considérer, comme vous le lisez dans les top 10 des classements qu'on peut lire dans d'étudiants ou autres. Et donc en fait, dans ces classes-là, sur le même programme, on essaie de les orienter d'un point de vue culturel, en les dynamisant un peu différemment, pour qu'ils puissent justement se retrouver dans une zone confortable dans ce type de concours. Alors ça ne veut pas dire que précisément dans les classes non étoilées, en fait, on ne les prépare pas non plus. Aujourd'hui, en fait, dans les classes qui sont non étoilées au lycée Joffre, il y a des résultats qui sont évidemment brillants, en tout cas pour la tête de classe,
et qui sont parfois meilleurs que les élèves qui sont en classe non étoilée. Donc il y a une question de répartition, c'est pas qu'une question de on prend les meilleurs, c'est pas de l'élitisme, c'est en fait une situation qui se réfléchit beaucoup avec les élèves en fin de première année pour leur permettre d'être dans une situation qui leur convient le mieux en deuxième année. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on a la chance en fait d'avoir ces classes étoilées dans toutes les filières, et que, y compris pour ceux qui viennent d'autres établissements, dans le bassin un peu plus large, on accueille des élèves d'autres établissements en classe de deuxième année parce que précisément ces classes-là n'existent pas en fait dans leur établissement. Donc il y a une question en fait de lycée, la possibilité de faire tout le parcours au lycée d'offres, et y compris en fait pour que la dynamique soit la plus profitable pour les élèves. Alors, je voudrais rajouter, peut-être parce qu'on n'en a pas encore parlé, la structure des 2 ans de classe préparatoire amène à passer des concours à la fin de la deuxième année. Peut-être que je ne sais pas si tout le monde est vraiment au courant, donc voilà, je me permets de dire encore. Et ces concours-là, ils sont nationaux, ils sont constitués par un écrit qui a lieu en gros entre mi-avril et mi-mai, avec des banques d'épreuves pour chaque groupe, pour des groupes d'écoles. Vous avez la banque d'épreuves X et NS, vous avez la banque d'épreuves de toutes les écoles de centrale, la banque d'épreuves des écoles Minpon, des écoles Mintélécom, de ce qu'on appelle les concours communs des INP. Voilà, etc. Et donc, ces concours nationaux, au niveau de l'écrit, à la fin du mois d'avril, ils ont leur résultat, à la fin du mois de mai, pardon, ils ont leur résultat d'admissibilité. Et s'ils sont admissibles, ils préparent les oraux, et ensuite la deuxième phase des concours, ce sont les oraux qui sont aussi nationaux, mais qui ont lieu exclusivement à Paris, alors que les écrits, eux, ont lieu dans chacun des établissements dans lesquels ils sont en prépa. Et ces oraux, à Paris, ils ont lieu entre la fin juin et la fin juillet, en gros. Donc, un gros mois d'épreuves orales. J'ai dit écrit non oral, voilà. Donc, il y a 2 étapes dans ces concours-là, à la fin de la deuxième année de prépa. Ça me permet, en fait, ce diaporama, vous avez bien compris que c'était un support en fait, pour qu'on puisse vous raconter le quotidien qu'on vit. Hein. C'est-à-dire que finalement, il y a plein d'implicites quand on est en prépa qui ne sont pas forcément... c'est clair, et on sait qu'il y a plein aussi d'idées reçues. Donc en fait, on essaie de déconstruire ces idées reçues. C'est pour ça que les questions, c'est surtout si vous avez quelque chose de désagréable à nous dire, n'hésitez pas à nous le dire. Et comme ça, on pourra vous expliquer à quel point c'est faux. Il y a quelque chose d'évident, c'est qu'en fait, on vient de parler des concours comme si tous les élèves qui rentraient en prépa allaient directement passer les concours. Alors une question que vous vous posez, c'est combien d'élèves on vire en première année? Et en fait, à quel point on est désagréable pendant ces 2 ans pour qu'en fait, ils se sentent mal à l'aise au quotidien. C'est important en fait qu'on le sache. Alors, un collègue, elle fait le nécessaire pour qu'il soit malheureux, évidemment. Ça se voit, ça se ressent. La raison d'ouvrir ces portes, c'est précisément pour que vous puissiez nous rencontrer et voir à quel point en fait on vous ressemble. Et que vraisemblablement, notre objectif, c'est de créer en fait une ambiance dans laquelle en fait nous on se retrouve. Il faut savoir qu'un collègue comme moi, on n'a qu'une seule classe. Et donc ça veut dire qu'on vit avec notre classe quasiment tous les jours de la semaine, du matin au soir, et que vraisemblablement faire le nécessaire pour que l'ambiance soit mauvaise, ça serait se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas pour leur équilibre à eux, ne serait-ce que pour le nôtre, ça serait un objectif. Mais indépendamment de ça, notre objectif c'est donc de forcément les former pour que la réussite au concours soit adaptée à leurs souhaits, leurs objectifs. On n'a pas de nécessité en fait à remplir des classes statistiques. Notre objectif c'est de prendre en fait des élèves de première année qui arrivent, de les préparer au mieux, de leur préparer en fait à avoir une ambiance de groupe dans laquelle en fait ils vont s'adapter, se retrouver, avoir une vie dans l'établissement aussi en fait qui leur permet en fait d'être équilibrés. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun critère de sélection qui empêche les élèves de première année à passer en deuxième année. Notre objectif c'est de proposer une formation en 2 ans qui les amène au concours. Point. Qu'est-ce qui fait que les élèves de première année, en fait, parfois, ne passent pas en deuxième année? C'est souvent pour un choix personnel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer aussi qu'on a le droit de se tromper. On a le droit, en fait, de faire un choix pas qu'on regrette, mais qu'on remet en cause au bout de la première année. Ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. Alors, il y a 2 façons d'être accompagnés. La première façon, c'est de les accompagner à la fin du premier semestre, parce qu'en fait, on veut une réorientation. Alors, on fait le nécessaire pour les pousser au moins jusqu'au premier semestre, parce qu'il y a un partenariat qui existe, avec une convention qui a été faite avec l'université, qui permet de sécuriser les parcours et qui permet de réaccéder en fait à une formation à laquelle ils étaient inscrits dès le mois de septembre. Donc là, il y a une sécurisation des parcours et surtout parce que parfois il y a des mauvaises raisons qui font que les élèves ont envie de changer d'orientation au bout du milieu de l'année et parfois les pousser jusqu'à ce qu'ils restent et les accompagner jusqu'à la fin de l'année, c'est pour aussi parfois pour qu'ils changent d'avis. C'est-à-dire finalement, tu voulais partir il y a 6 mois, attends 6 mois de plus et tu passeras ces concours et on aura le temps après de prendre cette décision.
Nous, on a un contrat moral qu'on signe avec les élèves, enfin, quand ils arrivent. Ce contrat, c'est qu'on se donnera au maximum pour que, finalement, ils aient ce qu'ils viennent chercher. La seule chose qu'on leur demande en retour, c'est qu'ils fassent la même chose. C'est-à-dire, en gros, la notion de résultat. On nous dit souvent, par exemple, à partir de combien on risque de ne pas passer en deuxième année. Je dis, tu peux avoir, en fait, la note la plus faible de la classe si tu fais le nécessaire, en fait, pour, en gros, venir au quotidien, voilà, accepter le fait qu'on partage, et parfois avec cette exigence qui correspond en fait à une quantité de travail, il n'y a aucune raison que cette question du passage en deuxième année soit posée le jour du conseil d'état. Aucune raison. Je dirais même qu'en fait, donc c'est un contrat moral effectivement, on n'empêche pas un élève de passer de première à deuxième année pour une question de niveau. On va, si vraiment un élève, on sent qu'il est pas armé pour passer les concours, on sent qu'il n'y a vraiment pas le fond, on va lui conseiller de se réorienter, mais on doit l'accepter en deuxième année s'il veut vraiment y aller. Et on l'encadrera et on fera tout ce qu'il faut pour qu'il ait un concours à la fin de la deuxième année. Après, il y a voilà, le contrat moral pour l'élève, c'est travailler régulièrement, c'est de se donner les moyens, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est vraiment une obligation de moyens. Et en 2 ans ou 3, parce que là on ne l'a pas encore dit, mais la première année, ça ne se redouble pas, sauf cas particulier, on y reviendra. Mais là, on peut redoubler la deuxième année, alors on n'appelle pas ça un redoublement, mais sans une idée d'échec derrière. Soit on n'a pas eu les résultats qu'on voulait à la première fois qu'on a passé les concours, soit voilà, pour des raisons de santé, on a eu un souci ou autre, et on a le droit de redoubler la deuxième année. En première année, on n'a pas le droit de redoubler, sauf s'il y a eu vraiment une raison de santé majeure. Et là, à ce moment-là, on peut refaire une année. Il y a une question quand même, parce que nous, on est concernés dans nos classes, les élèves qui refont une deuxième année, on peut essayer d'évaluer la raison principale pour laquelle en fait, ils reviennent. Pour que vous compreniez en fait, l'état d'esprit qu'il y a un élève de prépa au bout de 2 ans. En fait, on peut considérer que si on revient, c'est parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. En fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a nos élèves au téléphone en fait, vers le mois début août. Et en fait, ils ont eu cette première impact généralement des résultats des écrits, qui leur dit est-ce que je suis content, je ne suis pas content, ça leur permet de peut-être d'émettre l'idée de revenir ou pas. Ce n'est pas encore très structuré dans leur esprit, mais on va dire que ça les projette plus ou moins dans le fait de pouvoir revenir. Généralement, il y a quelque chose de très particulier, c'est que le temps de la préparation aux oraux, il commence à se libérer. Il y a quelque chose qui est, d'ailleurs dans le quotidien, peut-être que si vous êtes élève, vous ne vous en rendez pas compte, mais les parents s'en rendent bien compte, ce qui est le plus cher aujourd'hui, c'est le temps. Et en fait, aujourd'hui, on peut considérer qu'un élève de prépa, en fait, il découvre ce que c'est ce manque de temps en fait, pendant 2 ans. Et quand il arrive à la préparation aux oraux, il découvre ce que c'est d'avoir du temps. D'avoir du temps pour sédimenter, revenir en arrière, rebosser en fait, ce qu'il n'a pas eu le temps de bosser en fait, pendant les 2 ans. Et à ce moment-là, il y a une forme de maturité, il y a une forme d'équilibre qui se crée. Et en fait, il commence à comprendre en fait, toute l'architecture qui a pu être proposée. Et parfois, en fait, ça génère une forme d'envie, en disant je ne peux pas partir en fait, dans ces conditions-là, j'ai vécu cette expérience-là, j'ai envie de la vivre en fait pour l'accomplir pleinement et en me donnant du temps. Et en fait, souvent, cette 3e année, elle est là pour s'offrir cette année-là, dans laquelle ils se retrouvent dans une classe dans laquelle les enseignements seront finalement très proches, et dans laquelle ils auront le temps de sédimenter, de revoir toutes les notions qui pour eux étaient peut-être pas assez approfondies. Et donc c'est s'offrir une année de plus. Et ça paraît bizarre, mais c'est souvent vu comme une année avec une dynamique positive. Bon, après, je ne vous cache pas que pour certains, ils sont contents de revenir parce que il y a quand même quelque chose qu'on ne mesure pas, c'est que la prépa, c'est extrêmement confortable. Ça paraît bizarre, c'est pas le mot qu'on dit en premier, hein, d'accord, on est d'accord, mais c'est quand même le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un endroit où on est accompagné, il y a des gens qui se battent pour vous, en fait, pour que ça marche. Si vous n'avez pas, il y a des gens qui vous posent la question. S'il y a tout ce qui est fait à proximité, on peut être interne, externé, on peut manger matin, midi et soir ici, on peut faire du sport sur place. On a des espaces verts, on vit à Montpellier ou au lycée Joffre. Il y a quelque chose de l'ordre du confort. Ah oui, l'inconfort pourrait être considéré comme le travail qu'il y a à fournir. À l'inverse, on peut aussi considérer qu'on fait ce qu'on aime dans un endroit en fait qui est incroyable. Je pense qu'en fait, on est proche de la vie idéale. Si on considère en plus, alors la vie idéale, ce serait de rien faire et avoir ce qu'on aime. Mais ça n'existe pas. On est d'accord que ce truc-là, si on vous propose ça dans quelconque autre formation, je pense aux élèves, ils jouent que c'est une arnaque. En fait, si on ne donne rien, on n'a rien. Ça, c'est le principe de la vie. Pas... Donc là, ici, il y a quelque chose de l'ordre du confort, et assez étonnamment, ils aiment bien y être. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de j'ai envie de revenir, et j'ai envie de
pas trop envie de partir. Après, au bout d'un moment, quand même, ils sont contents de faire autre chose. Quelques idées, ça c'est... Alors ça c'est pas forcément essentiel pour en parler, c'est juste pour vous donner une idée de... Là, oui, mais c'est une question de détail, de structure du quotidien. En fait, on nous pose souvent la question, en fait, de la structure du quotidien, en gros, à quoi ça ressemble une semaine de prépa. Il y a une question de volume horaire. Alors ces volumes horaires, c'est on n'en parlera pas forcément, c'est des détails de 1 heure en plus, 1 heure en moins d'un côté. C'est surtout pour avoir la structure générale de combien d'heures sur une semaine, à quoi ça ressemble une semaine pour un élève de prépa. Alors ça ressemble c'est assez proche d'une semaine au lycée en termes d'organisation. Qu'est-ce qui se rajoute à ça? Il se rajoute des heures, ce qu'on appelle l'interrogation orale, ce que souvent en fait on appelle l'école. Il faut quand même avoir une idée assez claire sur ce qu'est le contenu de ces choses-là. C'est l'équivalent de 2 heures, on va dire, de colle sur des domaines scientifiques et ensuite 1 heure sur des domaines plutôt littéraires, que ce soit en anglais ou en langue de manière générale, et après en français une fois par trimestre en gros. Et donc ça fait en gros 2 heures de plus par semaine par rapport à ce truc-là. On va vous expliquer ce qu'est le contenu en fait. On va dire les heures de colle sont plutôt de l'ordre de l'accompagnement, donc quand je parle de confort, c'est comme si chaque semaine, en trinôme, vous rencontrez un enseignant et qui vous donne en fait les clés de la compréhension de ce que vous avez fait la semaine d'avant et qui vous donne les clés pour faire mieux la semaine d'après. Donc en fait, on peut considérer que c'est comme si on avait un suivi personnalisé qui se mettait en place du début septembre jusqu'à la fin juin. Certains pourraient penser de l'extérieur qu'il s'agit d'une évaluation. La seule évaluation, c'est la qualité de ce que vous produisez pour vous permettre en fait, d'être dans une zone confortable d'un point de vue méthodologique et aussi, on va dire, de vie personnelle. C'est-à-dire que par exemple, ça nous permet de voir certains élèves aussi qui sont, du point de vue extérieur, qui sont parfois dans une situation désagréable et qui n'osent pas nous le dire, et clairement dans une situation où on est à tête, ben, on s'en rend compte. Donc en fait, on ne peut pas passer inaperçu. On rajoute à ça, on va dire, des heures de devoirs surveillés. Une plage horaire est généralement dédiée en fait, par classe par semaine, donc on va dire 4 heures par semaine, qui est en dehors des heures de cours, sur laquelle cette plage, toutes les matières tournent, et donc ils ont un devoir surveillé par semaine qui se rajoute à ça. Généralement c'est le samedi matin, vous pouvez aller voir des élèves qui sont en train de composer, c'est des vrais élèves qui composent vraiment. On n'a pas besoin de prendre d'acteurs aujourd'hui. Et après il y aura des vraies copies. ça aussi. Donc cette semaine-là, on peut considérer qu'il y a 30, plus 2, plus 4, et ça fait le volume en fait ce qui se passe. Après, si on fait ça, c'est le volume face aux enseignants. Si on vous donne la plage horaire de la présence des élèves ici sur lycée Joffre, il faudrait leur poser la question, mais c'est assez incroyable. C'est que moi j'arrive dans ma salle le matin, pour toi j'imagine, ils sont là. Je repars le soir, souvent vers 19h30, 20h, ils sont là. Et donc en fait, non, ben ça on ne sait pas. Parce que nous on ne vient pas, mais peut-être qu'ils sont là. Non, il y a l'alarme qui est mise dans le bâtiment à 20h. Donc, mais par contre, ils ont une salle de travail à l'internat et les internes peuvent travailler jusqu'à 22h30 ensemble et les internes externés aussi. Donc ça fait partie du travail et on va dire, de l'ambiance au travail, le travail en groupe. Souvent même quand ils n'ont pas cours entre deux horaires, eh bien ils sont dans des petites salles de travail avec un tableau, et on les voit écrire au tableau, s'interroger l'un l'autre. Le travail en commun, le travail en groupe, c'est quelque chose qui a été un petit peu perdu avec la réforme du lycée. Il n'y a plus de structure de classe à proprement parler, avec les spécialités d'un côté, le tronc commun de l'autre. Et ça, je pense, enfin, je ne vais pas parler à leur place, mais il y en a beaucoup que ça rend un peu malheureux. Cette structure de classe, on va la retrouver en prépa, avec donc un enseignant, comme vous l'a dit monsieur Marino, la structure de classe, c'est un enseignant scientifique pour une classe. Donc on passe notre vie avec nos élèves, que ce soit en présence ou à distance le week-end dans les copies, comme je disais tout à l'heure. Et on vit en permanence pour nos élèves. Et eux, ils vivent en permanence tout le temps, pendant 2 ans, voire 3, ensemble. Et ça, cette structure-là, cette solidarité, ce soutien mutuel, c'est quelque chose qu'ils ne vont plus jamais retrouver après dans leur vie, et on se forge en prépa des amitiés durables, parce qu'on a été ensemble dans l'effort, et c'est quelque chose qui aide beaucoup, à la fois pour apprendre, pour structurer ses connaissances, et ensuite pour affronter les concours, qui sont quand même sélectifs, il faut bien dire, c'est des concours. Juste en termes on parle par exemple, ça ressemble plus d'un point de vue du quotidien, je ne parle pas du contenu des enseignements bien évidemment, ça ressemble plus en fait à l'école primaire
qu'au collège. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une salle, et en fait, c'est nous qui tournons dans la salle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont souvent en fait, des décorations, ils vivent dans cet environnement-là, c'est-à-dire que c'est leur espace de vie, et nous, on rentre dans leur espace de vie, alors on fait le nécessaire aussi pour que ça soit perçu comme ça, pour qu'ils puissent en fait s'approprier, être là, et donc quand on dit ils sont là, c'est pas ils sont là dans une salle, ils sont dans leur salle. Il y a quelque chose de très particulier, qui fait que, il faut remarquer que c'est tellement particulier que quand on leur prend leur salle, c'est les premiers à être pas contents. C'est quand même une salle de l'établissement. Mais ils se sont dit non, c'est ma salle. Okay. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est particulier, donc nous, on favorise, évidemment. Juste pour un petit détail, mais qui est en fait très important, dans les sigles dont on vous a parlé, MPSI, PCSI, dans PCSI, il n'y a pas de M. Alors M, c'était mathématiques, hein. PC, c'est physique-chimie, et SI, sciences industrielles et de l'ingénieur. Dans PCSI, il n'y a pas de M. Je vous demande quand même de noter le nombre d'heures de mathématiques qu'il y a dans la filière PCSI. Donc ça aussi, c'est une légende urbaine et c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment revenir. Il y a énormément de mathématiques en PCSI. Pourquoi? Parce que pour comprendre et faire de la physique et de la chimie, il faut faire des mathématiques. Pour être ingénieur, un ingénieur, il sait d'abord faire des mathématiques et comprendre les mathématiques de manière approfondie. Voilà, donc ça c'est très important. Et si vous avez autour de vous des gens qui vous disent non mais PCSI, il n'y a pas de maths, moi je vais faire des maths, oui, ben tu feras beaucoup de maths en PCSI et si tu n'es pas bon en maths, ça va être compliqué en fait. Alors moi je peux vous en parler de manière assez personnelle, c'est que je suis prof donc, de psy étoile en maths, prof de maths en psy étoile, pardon, et donc ça veut dire que dans ma classe, quand ils arrivent en deuxième année, il y a des élèves qui viennent de MPSI et PCSI. Et donc on peut considérer, est-ce que cette différence, je la vois, ça doit durer à peu près une semaine. C'est-à-dire que la seule différence que je vois, c'est quand ils arrivent dans une filière, ils ont la sensation d'en savoir plus, et les autres ont la sensation d'en savoir moins. Au bout d'une semaine, tout le monde a compris qu'il n'y avait pas de différence. Et comme ça, c'est réglé. Donc, y compris après un an, cette nuance, en fait, elle est assez fine. De toute façon, comme je disais, faire des sciences aujourd'hui, on pourrait considérer que ce qui s'est passé il y a une soixantaine ou 80 ans, ces nuances-là n'existaient pas dans l'enseignement, en fait, des sciences, on va dire, dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc, on ne va pas commencer, nous, à la distinguer, mais par contre, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas faire des choix par exclusion. Et on va dire, je fais ça parce que je n'ai pas envie de faire ça, ou parce qu'en fait, il y aura moins de ça. Clairement, il ne faut pas avoir ce type-là. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ce qui est important, en fait, de dire pour les débouchés, c'est qu'il y a des salons qui existent. Alors, évidemment, ce truc-là se fait en 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de se projeter en prépa, avec l'idée qu'on se fera quelque chose après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la prépa, ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps pour prendre une décision de ce qu'on fera après. Et ces 2 années-là, en fait, donc vous ne pouvez pas considérer qu'il faut faire un choix aujourd'hui. On peut même penser aux élèves de première année qui se disent « je ne sais pas quoi faire » et j'ai envie de dire c'est plutôt rassurant. Parce que je ne sais pas comment vous étiez vous à 18 ans, mais moi je ne savais pas quoi faire. Et d'ailleurs aujourd'hui non plus. Mais il y a des élèves de 2e année qui se retrouvent aujourd'hui, donc on est à 6 semaines du concours, et qui encore une fois ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, et ce n'est pas grave. Les écoles aussi intègrent ce type de processus, et généralement la première année, ça permet d'avoir une année aussi propédeutique qui permet de découvrir, et donc je veux dire que c'est intégré au système. En revanche, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait le nécessaire pour que vous informez les élèves. Donc il y a des salons en fait qui sont pour les grandes écoles qui sont organisés pour que les premières années puissent commencer à se projeter, et les 2e années en fait commencent à avoir des idées plus précises sur les choix qu'ils auront effectués. Donc pensez au débouché, j'ai envie de dire, ça peut être un élément de motivation, mais c'est pas indispensable. Ça peut être un élément de motivation. Oui, pour rajouter une petite information, souvent on se pose la question de savoir quelle est la différence entre une CPGE publique et puis une classe prépa intégrée. Donc là, vous avez une classe prépa intégrée, ça vous sélectionne déjà un certain type d'école d'ingénieur, parce que c'est quand même assez tubulaire. Vous avez la classe prépa intégrée de tel type d'école, il y aura un petit groupe d'écoles sur laquelle ça va vous amener. La classe prépa CPGE publique, d'abord, premièrement, elle est entièrement gratuite. Si je mets de côté le fait qu'il faut s'inscrire à l'université, ça, bon, c'est pas de notre ressort, mais il faut en même temps s'inscrire en parallèle à l'université. Mais sinon, l'enseignement en classe prépa est totalement gratuit. Vous n'avez même pas à acheter le livre. On vous fournit tous les éléments pour faire votre travail sans avoir à débourser pour votre scolarité. S'il faut acheter du papier, et on en consomme beaucoup, et de l'encre, oui, voilà, c'est la seule chose. Et par contre, ça vous amène à toutes les écoles d'ingénieurs possibles. Et comme on le disait, à 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire.
On ne sait pas même ce qu'on vaut, on ne sait pas ce qu'on est capable de produire dans telle et telle discipline. On sait si on va en prépa scientifique, qu'on aime les sciences, évidemment. Au cours des 2 voire 3 années qu'on va passer en prépa, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'informations, et puis on se découvre, en fait, on se révèle. C'est-à-dire qu'on arrive tout neuf, tout frais, sans savoir grand-chose depuis la terminale. On fait des choses quand même, mais... Et puis ensuite, les opportunités s'ouvrent, on se rend compte de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on aime vraiment ou pas. Et tout est ouvert. Il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs qui vous sont ouvertes, ce qui n'est pas le cas si vous êtes dans une prépa intégrée. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On a quasiment tout dit, tous ces thèmes. Il y a une phrase qui est essentielle, qui est souvent qui est marquée: on continue à faire du sport et de la musique. En fait, la question, c'est est-ce qu'on est obligé d'abandonner toute notre vie pour faire une prépa? Bien évidemment. Bien évidemment. Tout ce qui est du domaine. Je vois que certains me regardent avec une forme d'inquiétude. En fait, il y a quelque chose qui est assez élémentaire. C'est qu'il y a la position de l'élève qui s'inquiète, et je vois en fait pour certains d'entre vous qui s'inquiètent de ce qu'ils vont vivre après. Et il y a la position du parent qui s'inquiète de ce que leurs enfants vont vivre après. Il faut quand même oublier, on a exactement la même position, hein, d'accord, à part que nous on a en plus la position de prof, mais on sait exactement ce que vous ressentez. La chose qu'il faut essayer d'imaginer, c'est qu'il faut faire dominer le bon sens. Est-ce que vous pensez, par exemple, que de tout déséquilibrer dans votre vie, de changer tout, et de se donner à fond dans un domaine, a priori, qui n'est pas exactement celui avec lequel vous avez vécu votre quotidien avant, il y a une chance que ça marche comme ça, en abandonnant tout le lien avec le loisir, le sport, les amis? Est-ce qu'il y a une chance que ça fonctionne? Le bon sens domine. La réponse est non. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pas en fait l'idée d'abandonner le sport, ou abandonner la musique, ou abandonner une activité, c'est avoir un équilibre de vie. C'est qu'en fait, si l'équilibre de vie, c'est pour vous travailler, en fait, faire des maths, ou de la physique, ou n'importe quelle matière scientifique ou littéraire à longueur de journée parce que c'est votre passion, on ne va pas faire le nécessaire pour que vous arrêtiez. Si par contre vous venez et vous avez fait un sport à très bon niveau et qu'on vous dit est-ce que je peux continuer à en faire 20 heures par semaine, je vous dis il y a peu de chances que ça fonctionne. En fait, trouver un équilibre, c'est trouver un équilibre personnel. C'est celui qui permet en fait d'avoir l'idée qu'on a fait le choix de cette dominante-là, le choix en fait finalement de cette exigence au quotidien, c'est un choix personnel, on ne vous l'impose pas. Enfin, il n'y a personne ici qui a été imposé en fait, enfin vous êtes venu de votre plein, enfin, rassurez-moi, vous êtes venu de votre plein gré, on est d'accord, hein. Donc ça veut dire qu'a priori vous voulez faire une prépa. C'est-à-dire que c'est un choix de l'ordre de l'envie, émotionnellement parlant, on a envie de s'y réaliser. Il s'avère qu'en fait il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que le quotidien ça peut être trouver l'équilibre, si on en fait 20 heures par semaine, il faudra trouver le moyen de continuer à en faire pour que les équilibres humains, relationnels avec les amis, et aussi personnel, soit toujours existant. Et aussi, il y a d'autres équilibres qui sont par exemple le confort logistique. Par exemple, certains nous disent j'aimerais bien faire une prépa à Paris. Alors j'ai rien contre les prépas à Paris. Hein. J'ai beaucoup de choses contre Paris, mais rien contre les prépas à Paris. Mais l'idée même de dire que je vais tout faire pour changer mon équilibre de vie au quotidien et qu'a priori ça sera plus confortable pour moi, on n'est pas loin de l'absurdité en fait dans cette affaire-là. Comme à l'inverse, on reçoit parfois des dossiers des gens qui sont de Toulouse, qui viennent dans nos classes, on leur dit mais va à Toulouse. Je ne comprends pas, tu as une prépa qui est à côté de chez toi, pourquoi tu veux venir à Montpellier? Et pour certains, on a une très bonne raison, ça peut être des raisons familiales, parce que leur famille est ici, qu'on n'a pas vu forcément dans leur dossier, mais c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi? Pas parce qu'en fait on pense qu'il sera mieux ici ou là-bas, on pense que la formation est du même niveau, et donnera les mêmes capacités d'intégrer les mêmes écoles. C'est qu'il y a un élément essentiel, c'est le confort du quotidien. L'organisation qui fait qu'en fait on se situe dans une zone où finalement accentuer ou changer les paramètres de méthode, de quantité, de travail, ben ça se fait que si le reste continue à être bon. Donc oui, il faut continuer à faire du sport, oui, il faut continuer à avoir une vie sociale, oui, il faut continuer à avoir un équilibre. Si vous ne savez pas, c'est exactement ce que nous faisons au quotidien. Je veux dire, en fait, on corrige parfois des copies la nuit parce que la journée, on aime bien en fait rencontrer nos amis. C'est vrai, non, ce que je dis? Ouais, voilà. C'est comme ça. Et je pense que quand je parle aux parents plutôt qu'aux élèves, vous savez exactement de quoi je parle. C'est exactement la même chose. Si on déséquilibre un point, il est fort probable en fait que l'impact soit trop important. On n'aura pas forcément beaucoup de temps, ça on a dit, mais en fait je voudrais après au moins dire là-dessus. Oui. En fait, juste vous rajouter qu'au fond de la classe, je vois quelques-uns de mes élèves là qui ont fini apparemment leur devoir d'anglais, je ne sais pas, bon bref.
Et donc, alors peut-être qu'on ne pourra pas leur donner la parole ici parce qu'il y a la conférence suivante qui a lieu, mais je vous invite, si vous avez un petit moment, à aller là-bas au bâtiment P, on verra, et comme ça vous pouvez, parce que je pense que c'est très important, discuter avec les élèves. Alors il y aura peut-être des premières années, il y aura peut-être des deuxièmes années, là je vais les voir. Voilà, donc ça c'est très important pour vous de voir la vie depuis leur position et depuis leur ressenti, c'est très important. Ils sont identifiables souvent par des suites, ils ont les suites des cégeps de leur année ou de leur classe en fait dessus. Voilà, puis ils sont aussi, identifiables parce qu'ils sont très heureux. Parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes aussi. Oui, quelques mots, parce que ça c'est une question en fait, évidemment qui est assez large et qui, à mon avis, fait peut-être le cœur des questions que vous poserez en fait, aux collègues. C'est est-ce que j'ai une chance d'être recruté? Alors cette phrase-là, en fait, elle a vraiment une importance, c'est qu'en fait, encore une fois, on ne recrute pas, on classe. On est dans l'incapacité de pouvoir dire que cette personne-là viendra. Alors oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut considérer, alors on peut dire qu'il y a à peu près, on va dire, peu importe, on ne va pas distinguer la filière, mais on a à peu près 3000 dossiers qui arrivent pour une centaine de places, on va dire. Donc on peut dire que c'est terrible. Oui, donc c'est terrible si on parle d'un point de vue proportion en termes de recrutement, mais il faut aussi considérer qu'il y a des dossiers qui sont non recevables. Non recevables dans le sens où administrativement ils ne le sont pas, et des dossiers qui sont non recevables quand toutes les notes sont en dessous de la moyenne. On peut considérer en fait qu'on les considère comme non recevables, même si évidemment on fait le nécessaire pour regarder qu'il n'y a pas d'erreur de saisie ou autre. Et donc il y a forcément une gamme de dossiers qui ont, on va dire, 2500 dossiers qui finalement finissent par être recevables. Il y a des dossiers qu'on peut considérer comme vraiment exceptionnels. C'est assez rare, mais en fait en gros il y a des moyennes maximales dans tous les dossiers. Il n'y a pas de raison d'y passer un temps monstrueux en fait d'un point de vue d'analyse. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'en fait il n'y a pas de processus, on va dire, inhumain. C'est juste ça en fait qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous les dossiers sont étudiés par des personnes, physiquement, vous envoyez en fait un... Pas d'algorithme magique pour classer. Voilà. Et surtout, ils sont étudiés plusieurs fois avec tout un tas de processus, enfin un processus très clair, qui est un processus en fait objectif, qui est basé sur des arguments qu'on peut lire dans les dossiers, mais avec aussi, on va dire, l'intégration de certains paramètres qui vont considérer par exemple que certaines classes dans lesquelles il y a des notes qui sont parfois trop élevées et de notes parfois qui sont plus faibles, on les intègre aussi à notre façon d'étudier les dossiers. Pour ça, certains arrivent, oui, mais moi j'ai 12, mais dans ma classe, le meilleur a 13, est-ce que c'est pareil que si un a 15 et le meilleur a 18? Évidemment, on en tient compte. Enfin, notre objectif, c'est aussi que l'élève soit à sa place. C'est pas notre objectif, c'est pas de recruter sur un critère qu'on sait très bien qu'il n'est pas forcément représentatif d'un parcours, d'une évolution et en fait d'une dynamique. Donc on fait le nécessaire pour étudier tout ça, et ensuite on le fait aussi de manière indépendante, c'est-à-dire qu'en fait les dossiers sont étudiés plusieurs fois par parfois des binômes de profs qui les regardent indépendamment, donc chaque dossier est vu au moins 3 fois, de manière indépendante. On peut dire qu'en fait on fait le nécessaire pour que ça soit bien. Est-ce qu'on est parfait? Comme vous. Toi peut-être, oui. Moi, moins. C'est Monsieur Piaubert, prof de maths je te présente parce que ça va fait d'ailleurs tout le monde te connaît. Prof de maths en PC étoile, donc la 3e classe étoilée en fait au lycée. Et donc voilà, on fait le nécessaire en fait pour que ça soit au mieux. Mais on ne pourra pas vous en dire beaucoup plus de manière générale, par contre de manière spécifique, certains collègues pourraient vous en dire un peu. Oui, après on pourra vous répondre à des questions spécifiques. Simplement, si vous êtes intéressé par une prépa scientifique, il faut diversifier vos vœux. C'est-à-dire, comme on l'a dit au tout début de la conférence, demander à la fois MPSI et PCSI, et diversifier aussi les vœux en termes géographiques. Si vous voulez demander une MPSI, vous pouvez demander, voilà, il y en a une à Daudet, à Nîmes, il y en a une à Rabault à Perpignan, il y en a ici, il y a même la Merci, hein, même si c'est un établissement privé, c'est les mêmes programmes qui sont dispensés. Et donc voilà, la diversification des vœux vous assure quand même voilà, beaucoup de chances d'intégrer un prépa, si c'est vraiment ce que vous voulez, un prépa scientifique. Et voilà, pour en revenir aussi au nombre de dossiers et au ratio du nombre d'élèves pris, enfin, nombre de places et par rapport au nombre de dossiers, c'est vrai que ça paraît tout petit, hein, ça fait peur, mais en réalité, il faut voir qu'un élève donné va peut-être faire 12 vœux. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de dossiers, parce qu'un dossier donné, il va être dans beaucoup d'établissements. Donc c'est normal. Hein. Donc mettons, il y a 3000 dossiers, peut-être que le 500e ou le 600e dans le classement va rentrer.
D'accord? Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas classé dans les 96 premiers, si je prends l'exemple des NPSI 96 places, que votre vie est finie. Hein? D'accord? Donc il faut être patient. Sur Parcoursup, il y a des appels. C'est pas parce que vous n'êtes pas pris au premier appel que pour autant vous êtes mauvais, qu'on ne veut pas de vous, et que vous allez être vexé. Il ne faut pas avoir cette attitude-là, parce que souvent c'est ce qu'on entend. Oh oui, mais Joffre ne m'a pas pris alors que je suis très bon. Oui, mais il y a beaucoup de très bons dossiers. Donc il faut être patient. Au bout de du quatrième appel, vous rentrez, et puis après il n'y a plus rien qui se voit. Vous êtes en prépa là où vous vouliez, et puis très bien, ça fonctionne. Et même, il y a des élèves qui sont rentrés derniers de notre classement, et qui se retrouvent à la Polytechnique après. Ça ne veut rien dire tout ça. Ouais, c'est juste qu'il faut pouvoir rentrer. Si on avait une idée très précise de la corrélation qui existe entre les dossiers et la performance au concours, ne vous inquiétez pas, en fait, on créerait un algorithme qui nous évite de faire 1 mois d'études de dossier. Hein. On n'est pas idiots non plus. Hein. Et pour autant, en fait, on n'arrive pas à trouver cette corrélation très forte qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de rajouter cette analyse fine pour nous dire quelle est la trajectoire de cette personne. Sinon, en fait, si tout est lié à l'arithmétique et l'évaluation d'une moyenne ou en fait d'un truc qui se verrait de manière claire, on le ferait. Et alors, on pourrait le justifier aussi. Donc, malheureusement, on n'a pas aussi cette corrélation aussi forte. Évidemment, on aurait des tas de choses à dire, on pourrait vous garder en fait très longtemps, malheureusement, en fait, on ne peut pas. Et peut-être déjà que vous ne voulez pas non plus. Hein. Après, bon, peut-être, je ne sais pas, oui. On aurait... non, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. C'est juste, on affiche là, tout ça se retrouve sur le site du lycée, hein, il faut bien avoir conscience de ça. Il y a des choses qui sont... deux remarques qui sont importantes, évidemment, il faut respecter les dates, ça me paraît raisonnable. Il y a quelque chose qui est disponible au lycée Joffre, mais qui existe aussi dans beaucoup d'établissements, c'est que vous avez la possibilité de faire des immersions. Donc vous regardez sur le site du lycée, vous pouvez contacter en fait il y a différentes portes d'entrée en fonction des filières. Vous pouvez en fait convenir avec votre lycée d'origine et le lycée Joffre d'un créneau horaire dans lequel vous venez assister à un cours, vous rencontrez les élèves, et c'est la meilleure façon de savoir en fait quel quotidien d'un élève de prépa. Et comme ça vous aurez l'idée que tout ce qu'on vient de vous dire est proche de la réalité. Évidemment, je parle aux élèves, pas aux parents. Vous ne pouvez pas venir avec vos... Non, et en même temps, je vous dis franchement, ça serait aussi intéressant parce que je crois que ça déconstruirait en fait ce que vous avez en tête de ce qui s'est passé il y a quelques années. On a été aussi, nous, élèves de prépa, donc on sait aussi ce qui a été dit, on sait ce qu'on a aussi vécu avant qu'on y soit. On a une idée très claire de ce que les parents ont en tête. Et on aimerait juste que les élèves puissent se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'est ce quotidien. Donc quand on dit faire une visite, c'est pas rentrer dans une salle à regarder 5 minutes, c'est s'asseoir avec les élèves, rester 2 heures, discuter à la pause, discuter avec l'enseignant, regarder en fait quelles sont les exigences, voir cette vie de classe et de voir ce qu'est serait un quotidien et donc se projeter. La meilleure des choses pour envisager une prépa, c'est de se projeter de manière humaine. Et là, je vais vous dire un mot qui parle qu'aux élèves, et même les parents... malheureusement, je vais dire, vos parents ne sont pas vraiment au courant, mais on sait parfaitement en fait que ce que vous faites au 3e trimestre de la terminale. Généralement, vous levez le pied parce que vous dites en fait que Parcoursup a déjà été géré et que finalement, en fait, votre dossier, déjà, les parents se sentent inquiets en fait, d'entendre ça, mais c'est la réalité, parce qu'ils savent que leur dossier est géré, que finalement, avoir le bac est peut-être moins contraignant en fait, que d'avoir un bon dossier, ce qui est peut-être probablement une réalité aussi. Ce qui est important, c'est que justement, cette action en fait, de faire Parcoursup, c'est se projeter. Se projeter, c'est envisager de comprendre ce qu'est notre lendemain, en termes de méthode, en termes d'organisation, en termes de culture, en termes en fait, d'exigence au quotidien, et finalement, peut-être que cette transition ne sera pas au 1er septembre de l'année prochaine, mais elle peut commencer déjà à se faire maintenant. C'est se projeter dès maintenant ce que vous allez vivre l'année prochaine. Donc continuer à travailler en terminale jusqu'à la fin de l'année. Et travailler beaucoup. On va vous libérer et puis oui, on va vous libérer. Surtout, voilà, n'hésitez pas à discuter avec les élèves qui seront là-bas. Et on vous souhaite une bonne journée et puis beaucoup de réussite pour votre baccalauréat et pour la suite de vos études. Merci beaucoup. Bonne journée.